Savati, on l'avait oublié ce goût-là, hein? Les semaines après les défaites du 15 de France, elles sont difficiles. Perso, ça m'avait pas manqué. Je discutais avec l'ovaliste et je lui disais, moi, c'est la première fois que je débriefe une défaite du 15 de France. Mais le nombre de vues, il est en chute, hein? Rassure-moi, tu supportes pas la France que quand elle gagne. On a plein de choses à se dire dans cette vidéo. Au sommaire, petit retour sur l'arbitrage, sur la semaine dans la presse et sur la préparation du match de l'Écosse. Allez, installe-toi, détends-toi, pense à mettre la petite cloche pour soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen, et on est parti. Tout d'abord, revenons sur l'arbitrage. Wayne Barnes, il a peut-être pas été bon, mais quand même, on n'est pas dans un sport de voyous et le détenteur du sifflet doit être respecté. Dans une précédente vidéo, j'évoquais la complexité pour un arbitre qui doit réguler 30 bonhommes qui, avec de la vitesse, se rentrent dans l'art. Et je suggérais peut-être de mettre un deuxième arbitre de champ pour l'aider à arbitrer ces phases de combat qui sont si difficiles et si litigieuses. Bref, c'est périlleux de critiquer l'arbitre et je pense même que c'est dangereux pour notre sport. Rassi Erasmus, tu vois qui c'est? Le directeur du rugby sud-africain, les champions du monde. Lui, après le match contre l'équipe de France, il a vivement critiqué Wayne Barnes. Il est connu pour ça, il critique énormément les arbitres. Si t'as le directeur du rugby des champions du monde qui fait ça, c'est la porte ouverte pour tout le monde. Tu imagines que Wayne Barnes, après le match France-Afrique du Sud, a reçu des menaces? Et pire, sa femme et ses enfants ont été harcelés sur les réseaux sociaux et ont aussi reçu des menaces. Perso, je trouve ça grave. C'est comme si tu es producteur de farine et que tu harcèles le boulanger parce que t'aimes pas sa baguette que tu achètes. Bon, ok, elle était pas obligatoire celle-là. Comme je l'ai présenté sur le débrief de l'Irlande, pour moi j'ai eu l'impression qu'on avait pris un coup de massue sur la tête. Tu sais, ce genre de moment où tu perds totalement les pédales alors que t'es un joueur professionnel. Tu te souviens de la Coupe du Monde au Brésil? En demi-finale, le Brésil, à domicile, prend 7-1 par l'Allemagne. Impensable. Et me dis surtout pas, on s'en fout du foot. C'est pareil, les mecs sont des athlètes professionnels. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde à cette époque-là et sont en demi-finale de la Coupe du Monde. Même si on aime le ballon ovale, on respecte. Le Brésil est mené 1-0 rapidement dans le match. Et là, entre la 23e et la 29e minute, ils vont prendre 4 buts. 4 buts en 6 minutes. Tu t'imagines quand même qu'il y a le temps de la célébration du but, de remettre la balle au milieu et d'engager. 4 buts en 6 minutes. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une forme d'apathie générale. Les mecs, ils ont complètement disjoncté dans le cerveau, ils ont arrêté de jouer, ils sont devenus spectateurs. Ce qu'il se passe contre l'Irlande dans le 3e rideau, pour moi, c'est similaire. Il y a un moment, quand Jalibert y rentre, on perd totalement les pédales. Et c'est pas la faute de Jalibert, parce qu'ils sont 4 ou 5 quand même à assurer la couverture du 3e rideau et du 2e rideau. Les mecs ont fait des erreurs qu'ils ne font plus depuis des années sur la couverture. Ils maîtrisent tous les aspects de la couverture tactique et stratégique depuis des années, depuis les années jeunes. Je pense que c'est un truc qui t'arrive tous les 50, 100 matchs. Enchaîner 3 ou 4 erreurs de couverture successives qui permettent aux Irlandais de te ramener et de t'enfermer dans tes 22 mètres. À mon avis, ils ont pris leur soufflante, du mortier en premier et basta, on passe à autre chose. Ça va pas se reproduire. Et dans les autres secteurs, on a quand même répondu présent. Pour moi, les consignes de Galtier sont une chose. Ce qui se passe dans un groupe lui appartient et nous, on peut faire que supposer et spéculer. J'ai été effaré de lire la presse et ces articles qui remettent tout en question. Le projet offensif des Bleus, la capacité à gérer correctement la fatigue d'Antoine Dupont. Oh les gars, détendez-vous. L'encadrement des Bleus a des dizaines de données que nous on n'a pas. Et oui, Antoine Dupont c'est un joueur impressionnant qui se donne à fond tout le temps. Mais par contre, quand Sexton a 45 ans, il reste jusqu'à la 79e minute sur le terrain, sauf s'il est commotionné, ça choque personne. C'est la réflexion que je me faisais. Bien sûr qu'ils essayent de faire attention aux joueurs, mais t'es pas dans une logique de gestion de club. T'es pas en club, t'es en sélection. En club, tu peux te permettre de faire tourner ton effectif, de tenter des essais par bloc de match. T'es même obligé, t'as une saison à gérer et ça c'est long. En sélection, c'est pas le cas. Tu as des tournois à gagner et t'as les meilleurs joueurs à disposition. T'es pas dans une logique de gestion. On a un vrai groupe de qualité avec plein de joueurs, sauf que les aléas sont trop forts. Prenons l'exemple de Couillou. Dupont est capitaine. Même si le score est serré, on sent qu'on est en train de prendre la foudre à partir de la 60e minute. T'es coach, à ce moment-là, tu fais sortir ton capitaine, ton homme de confiance, le mec qui va tirer tout le monde vers le haut et qui est capable d'avoir des coups d'éclat? Je suis pas sûr. Et oui, Dupont, il a souffert sur le match. C'est un sacré bonhomme quand même. Il a serré les dents et il est resté, et s'il est resté, je pense que le staff, il avait ses raisons. Là, ça fait un scandale parce que Couillou est pas rentré, mais il y a plein d'autres matchs où les remplaçants sont pas rentrés, mais quand la France, elle gagne, ça fait pas scandale. Et oui, on tremble tous pour Dupont. C'est comme Mbappé avant la finale de la Coupe du Monde quand tu te demandes s'il va jouer ou pas. Et Jalibert à l'arrière, on en parle? Bien sûr que c'est normal qu'il rentre à l'arrière. S'il veut être à la Coupe du Monde, il doit être polyvalent. Si ton 15 se blesse dans un match pendant la Coupe du Monde, tu te réorganises comment? C'est là où tu fais tes essais? Perso, moi, ça me choque pas. Il y a une déclaration de Thierry Dussautoir
qui a retenu mon attention. Il faut comprendre que ce n'est pas si simple que ça d'utiliser le ballon collectivement, surtout quand on est une équipe qui a construit sa confiance en l'ayant très peu. Il a raison et il m'a devancé. Si on veut garder la balle, il faut être capable d'avoir des possessions plus longues et il faut multiplier les séquences, même dans ton camp. Et ça, on a pris du retard par rapport à d'autres nations, comme l'Écosse, qui ont pris l'habitude de garder le ballon sur de longues séquences pour pouvoir trouver des brèches. Samedi prochain, on reçoit l'Écosse au Stade de France pour la 3e journée. Est-ce qu'on peut les battre? Oui. Est-ce qu'on va les battre? Un match reste un match. Mais surtout, comment on va jouer? Pour moi, sur le match de l'Écosse, on va avoir 2 possibilités. Et tu sais ce que je vais te dire, ça va dépendre de la compo derrière. Si on a le retour de Jaminet, on sait qu'on va être plus sur du jeu au pied d'occupation, à mon avis. Et si on a Ramos qui reste à l'arrière, ça sera sûrement plus du jeu au pied de pression avec des possessions plus longues. Les Écossais, ils amènent pas énormément de surprises dans leur jeu. Ils jouent avec un système en 1-3-3-1 assez classique, qui se transforme souvent en 1-3-2-2. Bref, des patterns d'attaque classiques. Les Écossais, je trouve leur ailier vraiment dangereux. Alors perso, je préfère les jouer au pied de pression plutôt que de leur rendre des ballons dans le champ profond. T'as une chance sur 2 de récupérer la balle. Et puis j'ai un parti pris, j'aimerais bien qu'on garde un petit peu plus la possession en France, donc si tu récupères la balle sur des jeux au pied de pression, tu peux être sûr qu'il va y avoir au moins 2 ou 3 séquences où tu vas conserver le ballon et multiplier des temps de jeu. Et pourquoi pas faire commencer Jalibert en 15 ? Il a pris 20 minutes contre l'Irlande, mais comme Galtier il reste avec sa composition en 6-2, 6 avant et 2-3 quarts, il lui faut des joueurs polyvalents derrière. On a un 9 qui peut remplacer Dupont, et derrière il lui faut un profil hybride. Ça serait pas bien de lui donner du temps de jeu un peu? On a tous envie de le voir mettre des petits coups de pied par-dessus. Tiens, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Les Écossais, pour moi, ils ont réglé 2 choses. Les Écossais, ils jouent avec un système en 1-3-3-1 ou 1-3-2-2, bref, un système assez classique. Ils proposent pas énormément de choses différentes. En revanche, tout ce qu'ils font, ils le font très bien. Ils sont capables de multiplier les séquences jusqu'à ce que tu fasses une erreur défensive et là, ils vont attaquer cette zone. Et surtout, ils ont réglé 2 choses. Premièrement, pour moi, c'est la mêlée avec l'ancien international français Peter De Villiers qui l'a stabilisé. Maintenant, c'est quand même des clients sur ce secteur. Et la deuxième chose, c'est leur 12 avec Tuipulotu. Honnêtement, moi je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe. T'en penses quoi toi? Je trouve qu'il stabilise le centre du terrain et il arrive à amener plus d'incertitude et à générer plus d'avancées que ce qu'ils avaient avant. Il y a une chose qui est sûre, si l'Écosse gagne, ça va être un drame national et tout le monde va se lâcher de partout. Mais j'ai envie de dire, détendez-vous! Le tournoi, il est mal embarqué. C'est comme ça, même si c'est pas perdu. Mais l'objectif, c'est d'être performant en Coupe du Monde. Alors chill et fais confiance aux joueurs et au staff. Pour soutenir la chaîne, le meilleur moyen, c'est de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et de mettre la petite cloche. Et on se revoit dans la semaine. Allez, topette!